Champagne, je sais piano, nouvelle vidéo de confinement, puisque on vous a promis un quotidien pendant la période de confinement. Je trouve qu'on est pas mal parce qu'on tient nos promesses un peu chaque jour. Bonjour Christiane. Bonjour Christiane, notre fidèle, notre plus grande fan en fait. Alors on se trouve aujourd'hui. Ah bah il y a Delphine aussi. Hello Delphine, on se trouve aujourd'hui dans notre nouvelle extension de cuverie. Et ça résonne un petit peu parce que on est dans la première salle de classe qui a été transformée. On a conservé un petit peu le toit en cathédrale, en format cathédrale, donc c'est pour ça que ça résonne. On est de nouveau ravis de vous accueillir chez nous. Et donc je suis avec Vincent, c'est lui qui est en train de filmer à l'heure actuelle. Et on avait envie aujourd'hui de vous proposer une vidéo assez inédite avec une dégustation de vin de réserve. Donc là, pas d'accord avec, même si on pourrait évidemment proposer des accords avec divers mets. Mais là, l'idée c'était de vous proposer une dégustation commentée de nos différents nouveaux contenants. Voilà, je vous rappelle, le foudre en bois de 30 hectolitres, donc neuf, avec du chêne qui vient de Champagne, fait par le dernier artisan tonnelier de la Champagne, de Reims, Jérôme, où nous avons que du meunier dedans. L'idée c'est de faire de l'élevage. Ensuite, nos 2 œufs en cuve, nos 2 œufs format en béton. En béton. Je les mélange du partout. Donc 2 cuves en œuf en béton, voilà, coulés d'un seul bloc. Et dedans nous avons du pinot noir et du chardonnay. Et puis nos jarres en grès. Donc on en a 3. Là on est à 17 hectolitres. Tu m'arrêtes si je me trompe, Vincent. C'est ça. 10 hectolitres, parce que moi les chiffres n'ont jamais été trop mes amis. On en a une en meunier, une en chardonnay et une de taille. Donc pour les connaisseurs, les tailles ce sont les derniers jus de presse. C'est pas forcément le plus qualitatif, mais ça peut être intéressant dans certaines utilisations. Et l'intérêt en fait, là, il est juste incroyable parce que ça redonne beaucoup de minéralité, beaucoup de peps. Et puis derrière, Vincent qui va se retourner, vous avez effectivement encore des cuves en tôle émaillée toutes neuves. L'acier émaillé, c'est important parce que ça jalonne un petit peu l'histoire de notre exploitation, puisque mon père a commencé à travailler comme ça il y a maintenant quelques décennies. Donc l'idée, c'était effectivement de ne pas complètement perturber l'identité de nos champagnes. Évidemment, l'identité vient du terroir, mais vient également du contenant. Donc évidemment, en rajoutant des nouveaux contenants, on va faire un petit peu... en tout cas bouger les lignes de l'identité, mais pour mieux le révéler le terroir, ou le révéler différemment. Et vraiment l'idée c'est d'apporter des arômes différents, mais toujours naturels. Voilà. On procède à la dégustation. C'est maintenant. Alors j'ai 2 verres parce qu'on est 2 à déguster. Donc moi je vais récupérer ma petite caméra. Juste avant, on va vous préciser, avant la dégustation, que cette année, alors le principe de la maison, c'est d'éviter de chaptaliser, de rajouter du sucre pour la fermentation alcoolique. Et en général, en Champagne, on rajoute ce qu'on appelle les levures sélectionnées. Ce sont des levures naturelles qu'on a reproduites et qui permettent une efficacité complète de la fermentation alcoolique. Et nous, aujourd'hui, on a décidé non plus d'utiliser, alors il y en a 2 ou 3, je crois, en Champagne, qui sont utilisées en majorité. Nous, on a décidé en fait de travailler avec nos propres levures, celles qui viennent de nos raisins, mais elles ont fait un petit passage en laboratoire pour être sûr qu'elles soient efficaces et qu'elles ne donnent pas de mauvais goût, parce que même si ces levures sont naturelles, malheureusement certaines ne permettent pas une fermentation alcoolique normale avec des risques de maladie du vin, et puis d'autres donnent des mauvais goûts, donc c'est ce qu'on veut éviter évidemment. Et on peut le dire, Vincent, je vais te laisser témoigner sur le moment où on a réactivé nos propres levures, enfin on a activé nos propres levures. On était assez impressionnés par les senteurs qu'elles dégageaient. Enfin, nous on est très très contents d'avoir ces nouvelles levures parce qu'elles révèlent encore plus le terroir. Voilà. Allez, je prends la caméra, je garde les verres parce que c'est toi et tu vas témoigner toi aussi sur nos petites levures. Alors,
Le truc intéressant qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déguster le... Attends, tu m'as pas dit les levures. Ah, les levures. Oui. Alors les levures, oui, sont très aromatiques parce qu'elles sont issues de Pinot Meunier, qui est un cépage qui apporte beaucoup de fruits et de rondeurs. Donc c'est vrai que la mise en œuvre de ces levures-là, on dégageait beaucoup d'arômes dans la cuverie. Des arômes de fruits en plus, enfin, c'était et de fleurs très, oui, très élégantes. De fleurs. Et du coup, oui, et ça donnait une belle perspective sur ce que ça allait donner ensuite sur les vins. Voilà, du coup, on va voir, on a des vins qui sont cette année, c'est vrai, assez au niveau aromatique assez exceptionnel. Donc là aujourd'hui on va s'amuser, on va déguster en fait le même cépage. Là ça va être le chardonnay. On a mis en cube béton, en jarre et en cube en tôle émaillée. Donc même cépage, comme ça on a même, ça va être le même bar quasiment. Et on va avoir 3 profils complètement différents. Tiens, donne, je vais les tenir peut-être. Ah non. Bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. Hello, ciao. Alors, quel était au départ, enfin, avant même qu'on commence la dégustation, rappelle-nous l'intérêt, coucou JC, l'intérêt en fait d'avoir des jarres en grès. Pourquoi on a fait ce choix en fait de la cuve béton. Ouais, pardon, excuse-moi. C'est vendredi. C'est vendredi. Pourquoi le béton parce qu'on voulait ramener de la minéralité en fait souvent on a des sols argilo-calcaires. Donc le fait d'avoir du béton pur, parce qu'à l'intérieur c'est vraiment sur paroi de béton pur, il n'y a pas du tout d'acier à l'intérieur, c'est un moulage complètement béton. Donc ça va ramener ce côté un peu silex, un peu pierre, un peu pierreux, et en même temps ça va donner beaucoup d'ampleur. Voilà l'intérêt de ce contenant-là, ce qu'on ne peut pas avoir sur une tôle émaillée ou sur un inox. Effectivement. Bon, alors dégustons. Ce qu'on peut voir aussi, ce qui est intéressant, c'est que le vin est trouble. Ouais. En fait, c'est dû à la forme de l'œuf qui fait qu'il y a toujours un mouvement à l'intérieur, le fait de cet arrondi-là. Et du coup, les particules, en fait, sont toujours en mouvement. Donc, tant que le vin restera là dans ce contenant-là, on aura toujours un vin comme ça, un petit peu opaque. Du coup, ça enrichit de façon homogène nos vins, quoi. Voilà, ça enrichit le vin. Pendant les fermentations, les lits de vin sont toujours en mouvement, une fois qu'on a lancé les fermentations, donc ça enrichit énormément le vin par rapport à une fermentation classique où la lie, une fois qu'elle a fini de travailler, va se déposer au fond de la cuve. On va rappeler aussi avant la dégustation, bonjour Vincent, bonjour Jérôme, on va rappeler que le chardonnay chez nous c'est 4 parcelles, donc sur la seule commune de Vincelles, 4 parcelles qui sont plantées à flanc de coteau. Hein, donc c'est pas du monoparcellaire, mais on en est quand même pas loin parce qu'on est sur des terroirs des sols qui se ressemblent. Oui, c'est assez identique parce que le coteau de Vincelles n'est pas immense non plus. Bonjour Silver. Et du coup, c'est vrai que ces 4 parcelles, on a un chardonnay qui est assez homogène. Donc, ce qui est intéressant sur le chardonnay, c'est qu'on a une forte amplitude. Bon, c'est un chardonnay qui est très mûr déjà à la base, parce qu'on n'a pas du tout chaptalisé, c'est-à-dire qu'on n'a pas rajouté de sucre pour avoir notre degré alcoolique. On est vraiment sur un chardonnay qu'on a récolté autour de 11 degrés, donc sans rajout de sucre ensuite. Ce qui fait que c'est très gourmand en fait. On a une grosse amplitude. On est vraiment sur le fruit, là on est sur le fruit mûr, sur le côté un peu citron compoté. J'ai une question très pertinente, Vincent. C'est Maxime, qui est le roi des levures dans le Nord, puisqu'il est boulanger et on sait qu'il est trop fort en levure. Il demande si les fermentations changent dans la durée en fonction des cuves. Est-ce qu'elles sont plus longues ou pas d'une cuve, d'un contenant à l'autre? Non, pas forcément, non. C'est le même temps de fermentation? À peu près, oui. En fonction du pH des vins, ça peut être plus ou moins compliqué, mais non. Généralement, il n'y a pas de différence significative entre les temps de fermentation et le modèle de cuve. En fait. Ouais. Surtout que ça chauffe en fait finalement à peu près de la même manière et qu'il faut. Les températures en fait, qui jouent sur la vitesse plus ou moins rapide des
fermentations, plus on aura un vin chaud, plus les fermentations seront rapides. Voilà. Voilà, j'espère qu'on a... N'hésitez pas, hein, si vous avez d'autres questions, c'est le moment, hein, on est entre nous dans un lieu vraiment très intimiste. Hein, voilà, il n'y a que nous, vous et nous. Alors franchement, on ne peut pas rêver mieux pour poser des questions et je t'en prie Maxime, il dit merci. Et voilà, on va répondre à toutes vos questions. Nous, vous le savez, on cache jamais rien. Donc n'hésitez pas. Oui, effectivement, on a quelque chose de beaucoup plus ample. Moi-même, j'ai dégusté. Hop, du coup, je me filme un petit peu. Voilà, j'ai dégusté moi-même et effectivement, on a vraiment un beau fruit et c'est assez surprenant parce qu'en général, les chardonnays, effectivement, on est beaucoup plus tout de suite sur le... Là, on est plus sur un peu le fruit frais, alors qu'en général, dans ce qu'on fait en cuve, en acier émaillé, on est un peu plus directement sur le fruit exotique, en fait. Là, on a plus... ouais, on a de la fraîcheur, mais on a effectivement plus d'expressivité et plus de fruits frais. Ouais, c'est ça. Un petit côté framboise. Ah ouais. Coucou Laetitia. Allez, on goûte la jarre chardonnay. Voilà, c'est l'escalade. Alors, on vous expliquera un petit peu parce que nos assemblages sont déjà décidés. Malheureusement, on n'a pas pu aller au bout pour l'instant, c'est-à-dire la mise en bouteille. C'est pour ça que tout est encore en cuve à l'heure actuelle. Parce que en raison du confinement, comme nous, on fait notre mise en bouteille en une journée et demie, hein, on met nos 50 000 bouteilles, on fait nos 50 000 bouteilles en une journée et demie du fait de nos ferments et... hop, attends, je me concentre. Ouais, je vois quelque chose. Ah, pardon. Tu peux régler avec le petit joystick. Ouais. Ok, merci. Aussi, voilà, notre nouveau jouet. Donc effectivement, on a décidé en fait de reporter notre mise en bouteille parce que normalement on a besoin d'une quinzaine de personnes et on est dans ces cas-là confinés à la cave et on ne voulait pas prendre de risques sanitaires pour nous-mêmes déjà et puis surtout pour les gens qui travaillent avec nous et pour nous. Donc on a décidé de tout reporter au mois de juin où normalement nos masques seront arrivés, nous aurons des lunettes et puis bien sûr nous aurons des gants. Voilà. Donc cette fois-ci le chardonnay en jarre. Alors le grès, c'était important. Alors c'est du grès qui ne vient pas de Vincelles, mais en tout cas c'était important parce que ici, le village de Vincelles est une terre à grès. D'ailleurs, on voit dans les anciennes cartes que nous on a encore ici à l'école, on voit effectivement qu'on était spécialisé dans notre secteur dans le grès. D'où l'importance du grès pour révéler un peu plus notre terroir. Là effectivement, on a tout de suite au nez, on a tout de suite quelque chose de différent. À toi, Vincent. Merci. Alors là, au niveau couleur, vous voyez, par rapport à tout à l'heure, beaucoup plus clair, beaucoup plus limpide. Tout à l'heure, on avait vraiment quelque chose d'un peu trouble. Voilà. Là, on voit bien la différence entre ce que provoque l'œuf par rapport à la jarre ou la cuve. On aurait dû en garder un pour montrer la différence, justement. N'hésitez pas, si vous avez des questions. Donc là, on a un nez qui est un peu plus frais. On est vraiment sur, par rapport à l'œuf qui va nous apporter beaucoup de rondeur. Là, on a quelque chose de plus tonique. Je vois que Laetitia... Je vois que Laetitia est là et elle a fait un petit peu de yoga et la petite dame avec qui elle a fait du yoga en live la dernière fois disait que ça permettait aussi de mieux ressentir les arômes. On a un profil complètement différent. Vraiment un peu plus frais, avec une belle tension en fin de bouche. Ce qui est rigolo, c'est que c'est vraiment les deux mêmes vins en fait. C'est les mêmes raisins dans des contenants différents et on se rend compte qu'avec les vinifications et avec le process qui a eu lieu, on a deux vins complètement différents, avec deux images complètement différentes. On a une petite finale un peu bonbon acidulé. Et qui est persistante, on sent que ça reste là, c'est vraiment au fond du palais et
ça continue derrière, ça continue derrière, ça continue. Donc ça, c'est très intéressant parce que c'est des vins qui vont nous permettre de faire des champagnes avec de la garde qu'on va pouvoir conserver. Parce qu'il y a une belle fraîcheur, il y a une belle longueur. Je crois que j'ai même une petite pointe de fraise à la fin. Une toute petite pointe, un peu de ces fraises pas complètement mûres. Même comme ça, c'est très bon. Ouais, c'est vrai. Vraiment, hein. Ouais. Pour pas les vinifier, peut-être pas les champagniser, on va les Ah, boire. ah. Non, c'est excellent. Et Mais en fait, on retrouve le profil des levures, en fait. Des levures en meunier qu'on a fait cette année. On a ce petit côté framboise, fraise des bois qui ressort et qu'on avait sur les deux contenants, on a cette petite aromatique en fin de bouche. ouais. Alors qu'on est sur du chardonnay, rappelons-le. Hein. Normalement, les fruits rouges, ce serait plus les caractéristiques du pinot noir. Et c'est ça qui est intéressant. Et les meuniers, voilà, le meunier, on a aussi... Ah. Rappelons-le, pour ceux qui viennent d'arriver, nous sommes en train de déguster des chardonnays en fait. Hein, donc en cuve béton dans un premier temps, en jarre dans un deuxième temps, et après on va attaquer les cuves en acier émaillé. Mais du coup, c'est ça qui est intéressant, c'est d'aller chercher ces arômes naturels différents grâce au contenant, quoi. Comme quoi, le contenant est aussi important que le contenu. Voilà, c'est très important d'avoir des beaux raisins, mais après, derrière, c'est bien d'avoir des formes de cuves et de textures de cuves différentes pour pouvoir faire des profils de vin différents. Ce qui va entrer dans l'assemblage ensuite de notre gamme, qui va donner beaucoup plus de complexité, beaucoup plus d'aromatique et faire des champagnes très bons. Ouais. C'est vrai qu'il y a un nez vraiment bon. Ouais. Ah oui, c'est impressionnant. Pour les gourmands. Ouais. Ah, moi, ça me plaît complètement, quoi. Parce que j'aime tout ce qui est un peu gourmand, en fait. C'est terriblement gourmand, quoi. D'ailleurs, vous remarquerez qu'on n'a pas recraché, quoi. C'était assez bon, quoi. Enfin, c'est très bon. En général, c'est vrai que les vins clairs, on a tendance à les recracher, non pas parce qu'ils sont pas bons, mais parce qu'en général, quand on en déguste, l'idée, c'est d'en déguster beaucoup, et notamment pour faire nos assemblages. Donc, si on ne recrachait pas, on n'irait pas au bout de nos assemblages, ce serait bien dommage. Alors, voilà. On a un métier difficile. Alors, on est toujours sur donc les chardonnays, toujours que 4 parcelles hein, sur le même terroir, celui de Vincelles, et toujours en zéro chaptalisation et toujours en levure Pio Sevillano. Hein. C'est les levures Pio Sevillano, donc les nôtres, hein, celles qu'on ne peut pas retrouver nulle part ailleurs, qui ont été sélectionnées sur nos propres raisins. Voilà, de 4 parcelles. D'ailleurs, ces 4 parcelles qu'on a choisies en fait pour leur côté terroir. En fait, on a déjà des très très beaux raisins sur ces 4 parcelles. Voilà, là, on retrouve vraiment le profil aromatique qu'on a d'une année sur l'autre. Hein. Un peu l'exotique, un peu... Ouais, côté fraîcheur, côté un peu plus citronné. Là. Agrumes. On est plus sur un chardonnay classique. Là. Ouais, c'est moi qui monte la couleur cette fois-ci. Voilà, toc. Une couleur classique. Donc là, on retrouve plus les agrumes en fait. Hein. Ouais. On est vraiment là, sur le côté agrumes, sur le côté orange. Ouais. Un petit côté orange. Zeste, un peu zeste. Ouais, c'est vraiment plus classique des chardonnays. Hein. Christiane s'inquiète, combien vous avez de cuves hein. Non, on va pas toutes les goûter, hein, Christiane, ce soir. Hein. On l'a déjà fait. On dort bien le soir. Non, et puis l'idée, c'est d'aller piocher un petit peu des choses un peu différentes. Mais on a... Alors quand même, on va répondre combien on a de cuves. Là, pour les assemblages, cette année, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17,
Ah oui, parce qu'on en a des cachés par là. Ouais, 17. Non, mais après, c'est les rouges et les rosés de saignée. Rouge et rosé de saignée. Pour l'assemblage des blancs, il y aura des 17 cubes. On va assembler sur 17 cubes. Voilà. Plus on sépare, c'est le but de cette cuverie, d'avoir fait une cuverie avec des petits cubes qui sont des contenants, en fait, c'est multiples de contenants de pressoir. Quand on presse un pressoir de 4000 kg, on va tirer 20 hecto-50 de jus. Et en fait, le but là, la réflexion, ça a été de faire des cubes qui sont des multiples de marc, donc des multiples de pressoirs. Donc plus on va pouvoir séparer nos pressoirs et plus on va avoir une diversité après dans nos vins. Donc ce qui va nous permettre d'avoir un échantillon aromatique beaucoup plus grand. Et pour nos assemblages, voilà, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a beaucoup de choses différentes. Donc il faut qu'on retombe aussi sur nos pâtes. Par contre, c'est très intéressant parce qu'on a le choix. Comme un peintre, si on a deux couleurs, ça va être compliqué de faire un beau tableau. Quoique il y a des très beaux monochromes. Mais voilà, plus on a de couleurs et plus le tableau sera enrichi. Donc là, le but du jeu, c'est d'avoir énormément de couleurs. Et ensuite, voilà, on aura du choix et on va pouvoir s'amuser à complexifier nos cuvées. Complexifier nos cuvées, à toujours être dans l'existant, mais à l'améliorer en fait, toujours avoir des petites touches. On va ramener un petit peu de béton, un petit peu de jarre sur le brut par exemple. Et voilà, ça va lui donner notre niveau et le but c'est d'améliorer nos cuvées. Alors si on fait un petit récapitulatif des 3 chardonnays que nous venons de goûter, hop, je me retourne. Si on fait la synthèse, Vincent, que pourrions-nous dire? La jarre, décidément. La cuve béton, ça donne de l'ampleur. La cuve béton, ça va être c'est du fruit frais. La rondeur, de la maturité, ça va être beaucoup plus riche. Parce que, on est sur les chardonnays. Le mouvement perpétuel va donner plus de complexité et plus de gras, on va dire. La jarre, on va être sur quelque chose de plus minéral, on va avoir plus de fraîcheur, surtout que c'est des jarres en grès et en pierre. Donc on a ce côté aussi un peu silex en bouche, ce côté un peu pierreux qui est assez intéressant. Donc là, ça va être plus sur les fruits frais et la minéralité. Et là, la cuve, le fruit exotique. On va être plus sur les profils typiques des cépages, c'est-à-dire là sur le chardonnay, on va être plus sur l'agrume, sur le côté citronné, avec une belle tension. Donc voilà, donc 3 contenants, 3 profils. On donne du scoop? Qu'est-ce qu'on en a fait de ces trois cuvées, ces 3 cuves, chérie? Raconte. Elles vont rentrer dans l'assemblage de la Rebelle, la cuvée Rebelle 100% chardonnay, puisque nous avons 3 chardonnays. Donc cette année, il y aura de l'œuf, de la jarre et de la cuve. Donc on va avoir quasiment un tiers de chaque de ces cuvées, donc qui va donner à cette cuvée-là une dimension. Ensuite, on va utiliser dans notre millésime, et dans les cuvées prestige et les cuvées interdites. Donc la Rebelle, il va falloir attendre 2023. Hop, voilà. Bonjour la Belgique. Bonjour Fabien, bonjour à ceux qui viennent de nous rejoindre. La Rebelle, donc celle qui va avoir ses nouveaux contenants, il va falloir à peu près attendre 2023. Le millésime, j'ai peur de vous dire qu'il va falloir attendre encore plus longtemps, une petite dizaine d'années, donc 2029. Et puis on a dit le prestige, ça va être certainement aux alentours de 2027. 2026-2027. J'espère que vous serez toujours fidèles à ce moment-là, parce que ça va être très long. Mais en tout cas, comme vous le savez, c'est aussi important pour avoir la maturité, pour avoir la complexité. Voilà. Bonjour Rudolph. Alors on continue, on en refait un petit... Qu'est-ce que tu nous proposes ? On en fait un petit dernier ou un avant-dernier ? On va faire un finalement. Donc pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons tu m'as dit, chérie ? Le parcellaire. Ah, le parcellaire, allez. Pour ceux qui viennent de nous rejoindre, nous avons décidé en fait pour ce live de fin de semaine, pour bien préparer le week-end, de vous proposer une petite dégustation de vin clair, c'est-à-dire les vins avant leur transformation, avant qu'on les mette en bouteille et donc avant l'apparition des bulles, des vins effervescents. On est entre la première et la deuxième fermentation alcoolique, donc on a des vins blancs secs et c'est sur cette base en fait que nous allons assembler nos vins et créer nos champagnes. Voilà. Donc l'idée c'était en fait de vous montrer que nous on percevait des différences, des saveurs différentes, des arômes différents
d'un contenant à l'autre, hein, et notamment de nos nouveaux contenants. Donc voilà, et puis sous notre œil à tous les deux, alors, et sous l'œil de Vincent aussi, hein. Et puis je vous rappelle également, hein, que cette année pour nous c'est une année où nous avons utilisé nos propres levures, en fait, celles de nos raisins que nous avons sélectionnées. Voilà. Alors on y va, hein, pour expliquer déjà le paradis, c'est quoi, Vincent? Alors, le paradis, c'est un parcellaire, donc c'est une seule parcelle qui est plantée à l'entrée du village. Ouais. Donc elle est coplantée sur le même coteau. On a le bas qui est en pinot noir et le haut en chardonnay. Donc là on s'est amusé et elle s'appelle le paradis, donc joli nom. Oui. Pour ce lieu dit. Et du coup on s'est amusé, on va faire donc un parcellaire. Donc au pressoir on a pressé la moitié en chardonnay, la moitié en pinot noir. Donc voilà, donc ça arrive ici. Et voilà, cette cuverie nous a permis d'isoler ce marbre complètement. Très bien. Donc c'est un 50-50, mais voilà, l'assemblage a déjà été fait, mais au niveau du pressoir. Et vous remarquerez également, hein, pas de chaptalisation, donc ça veut dire qu'on a ramassé nos raisins à 11 degrés d'alcool potentiel, hein, puisque quand on ramasse nos raisins, évidemment, il n'y a pas d'alcool, mais on peut mesurer, hein, ce qu'il va y avoir après fermentation alcoolique. Donc voilà, la meilleure des maturités, et voilà, 50-50, 50 chardonnay, 50% pinot noir. Donc là, on a un nez très frais. Ouais. On est vraiment sur Ouais. même limite, on a des épices comme, Oui. comme le thym. Comme Ah ouais, impressionnant. C'est on a un petit nez mentholé même. Ça te rappelle quelque chose au moins. Ouais, on appelle le pays. Rappelons que Vincent est originaire d'Avignon. Ah, c'est super bon ça. Ça envoie. Ça trace. Comme on dit, ça trace, ça veut dire que c'est une super longueur. On a une finale vraiment sur les agrumes. Ah oui. Et elle est très longue. Ouais. Elle est longue. Là, ça finit plus. Là. Derrière, on a l'impression qu'on a un bout de citron qui est venu en fond de bouche là. C'est très agréable. Ouais. C'est très agréable et c'est en plus en milieu de bouche, on a une belle amplitude de la gourmandise. Il n'est pas du tout écrasé, on a un nez frais, en bouche, on en a plein la bouche et derrière ça arrache. C'est-à-dire que chaque cépage joue bien son rôle, hein, puisque le chardonnay est censé donner la finesse et le pinot noir la structure, la force en bouche. Et là, clairement, hein, le pinot noir est là vraiment pour donner de la structure et il laisse vraiment le chardonnay s'exprimer, je trouve. On a vraiment une persistante, une vraie présence du chardonnay. Alors, du coup, on vous a un petit peu, on vous a livré un de nos secrets, c'est que le paradis, c'est une cuvée très haut de gamme en fait qu'on prépare, hein, depuis 2 ans maintenant. Enfin, on en a l'idée depuis déjà 3-4 ans, mais une première version est d'ores et déjà en cave en fait. Ah oui, les levures indigènes. Ouais, nous, en fait, les levures indigènes, ça signifie... parce que Rudolf, en fait, dit que les levures indigènes, ça fait penser... Ça évoque tout de suite le faro et les gueuses. Nous, les levures indigènes, c'est vraiment les levures naturelles présentes sur le raisin. Et donc, nous, vraiment, on les a effectivement extraites, hein, et puis on les a analysées avant même leur utilisation pour être sûr qu'on avait voilà, l'efficacité des levures, hein, sans avoir de mauvais goût, et bonne surprise, en plus on a des très jolis arômes sur ces levures indigènes sélectionnées. Voilà, donc oui, alors le paradis, effectivement, va être un parcellaire qui va sortir en bouteille d'ici, je pense, 18 mois, quelque chose comme ça. Donc la première version est en train de vieillir en cave. Je pense qu'on va pas tarder à goûter la première version un petit peu en premium, je dirais, pour savoir un petit peu comment elle évolue. Mais en tout cas, ça fait des années qu'on fait des tests et qu'on est vraiment très convaincus. Voilà. Alors Vincent est en train de goûter autre chose, donc on va lui demander ce qu'il est en train de goûter tout seul, hein, sans nous. Voilà. Hop. Qu'est-ce que tu es en train de goûter, chérie? Moi, j'étais en train de voir ce que ça donnait notre superbe foudre de la tonnerie de champagne.
notre ami Jérôme Biard. Alors Rudolf, depuis tout à l'heure, il nous demande vraiment s'il peut goûter quand il viendra. Alors Rudolf, il va falloir venir avant fin juin, puisque une bonne partie sera ensuite en bouteille. On va mettre en bouteille les 25 et 26 juin, en fonction d'ailleurs du calendrier lunaire. On fait nos mises en bouteille en fonction du calendrier lunaire. Donc il va falloir se dépêcher de venir, en fait. Je crois que... Ou alors, il faudra se contenter le foudre, lui, sera encore plein, en fait. Donc il n'y aura pas de souci, en tout cas, pour déguster le foudre, puisque ici, explique qu'est-ce que nous avons dedans. Alors ici, c'est ce qu'on appelle une Solera. Donc une Solera, c'est un assemblage d'années de vin. Donc chaque année, on va prendre une partie et on va mettre les vins de l'année au fur et à mesure, comme ça, et puis on va empiler comme ça les années. Donc là, c'est du meunier. On a commencé notre Solera en 2011. Donc voilà, cette année, on va être à la 9e. Donc 9e vendange qui va venir se cumuler sur les vendanges précédentes. Et voilà, c'est une réserve perpétuelle. Donc on prend une partie qu'on va utiliser dans nos assemblages et on met les vins de l'année au fur et à mesure. Alors chez Sagrera, on nous dit super foudre. Sache que les vignerons indépendants de Champagne nous regardent également. Et enfin, Maxime demande pourquoi en fonction du calendrier lunaire. Et pourquoi on met notre bouteille, on fait notre mise en bouteille en fonction du calendrier lunaire? Parce qu'on est devenu fou. Non, c'est parce que en fait, on regarde les mouvements de lune, en fait, parce qu'on sait que la lune a quand même une incidence sur les mouvements de la Terre, les marées. On dit souvent la pleine lune aussi, on a du mal à dormir, tout ça. Et donc, il y a un calendrier qui existe avec les jours favorables, avec les incidences que la Lune peut provoquer sur le végétal ou sur l'humain, etc. Et donc, il y a un calendrier qui est établi avec des jours fruits, des jours racines, des jours où il ne faut pas faire grand-chose parce que ce n'est pas le bon moment, etc. Et donc, on choisit les jours fruits pour la mise en bouteille pour avoir une incidence plus favorable sur le goût du vin, en fait. Même les dégustations, souvent on essaye de les faire les jours fruits parce que c'est là où notre palais sera plus apte à déguster. Donc les jardiniers s'en servent beaucoup de ce calendrier lunaire-là pour les plantations, etc. Ça existe beaucoup en biodynamie. Les vignerons ou les agriculteurs qui sont en biodynamie utilisent le calendrier lunaire pour organiser leur travail. Il n'y a pas de... Donc nous, on est parti du principe que ça ne pouvait pas se faire de mal, donc ça peut faire que du bien. Donc voilà, donc de temps en temps, sur la mise en bouteille, sur certains travaux de cave, on choisit certains jours dans le calendrier qui sont plus favorables, même pour les plantations de vignes, etc. On nous demande en fait si on confirme des résultats positifs en suivant la Lune. Je dirais en fait que nous-mêmes, quand on fait des dégustations, on a tendance à voir des différences parce qu'on fait des tests et en fonction, le même champagne bu à la même heure, en fonction de jours différents, on a vraiment le sentiment effectivement d'avoir des petites choses qui ressortent, par exemple en jour-feuille, comme on l'appelle dans ce calendrier. Moi, j'ai plus les petites pointes parfois un peu végétales des vins ou des champagnes d'ailleurs, qui peuvent ressortir plus qu'en jour-fruit, quoi. Voilà. C'est effectivement des petites sensations qu'on a. En tout cas, moi personnellement, je l'ai parfois moi-même constaté. Voilà. Alors, on a une autre question. Travaillez-vous aussi en fût? Oui, bien sûr. Si oui, percevez-vous une différence notable avec le foudre? Alors, c'est une bonne question parce que le foudre... Un peu tôt parce que le foudre, on vient juste de l'acquérir. Donc, c'est les premiers vins qui sont dedans. Donc là, il marque assez fort quand même. Ouais. Donc, il faut voir sur le temps. Le foudre, c'est plus pour garder des vins. C'est vraiment un contenant de garde. Alors que le fût, on s'en sert pour juste passer les vins de l'année dedans. Donc, pour l'instant... je pense qu'il y aura une différence dans le temps, oui, effectivement. Ouais. Mais je pense qu'effectivement, c'est trop tôt, comme tu le dis, pour répondre. Mais l'utilité pour nous, effectivement, n'était pas du tout la même. Voilà. Est-ce que vous avez d'autres questions? Voilà, écoutez, je pense que c'était...
on avait envie de faire quelque chose d'assez inédit jusqu'à ce qu'on a fait. Enfin, jusqu'à présent, on vous a emmené dans les vignes, on vous a fait déguster des choses. On va continuer la semaine prochaine. On va vous préparer un petit calendrier. Et je vais même vous dire, je peux même vous le dire vraiment en avant-première. Jeudi, pour ceux qui parlent anglais, on va se faire un double live avec un ami mixologue qui est à Copenhague. Voilà. Mais qu'est-ce qu'un mixologue? Parce que tout le monde ne sait pas ce que c'est un mixologue. Donc un mixologue, c'est un créateur de cocktails. Donc jeudi, on va vous faire découvrir un nouveau champagne de la maison qu'on a créé, qu'on a sorti avec une rencontre qu'on a fait à Copenhague avec notre ami Erwan. Et en direct de chez lui, il va vous créer des cocktails à partir de notre cuvée. Nous, on va essayer de faire pareil de notre côté, un peu comme Cyril Lignac en ce moment. Donc voilà, donc jeudi, je pense que ça va être super sympa pour découvrir déjà cette nouvelle cuvée et comment on va pouvoir l'assembler sur des cocktails assez sympas, quoi. On part pas sur le cocktail cheap de Monsieur Tout le Monde, ça va être des cocktails un peu plus haut de gamme. Et Erwan est un grand créateur de cocktails, donc je pense que ça peut être super sympa d'être là jeudi. Mais alors dès lundi, on va reprendre nos lives, mais il faut qu'on prépare notre petit planning parce qu'en fait, on le fait aussi en fonction de la météo. Alors jeudi, ce sera à 17h30, mais à partir de lundi, on va regarder ça tous les deux ce week-end parce que tout dépend de la météo, des travaux qu'on a à faire, et on veut vraiment vous en faire découvrir le maximum pendant le temps où vous êtes confinés. Donc voilà, je pense qu'on va remettre d'ailleurs une dégustation d'un champagne pendant cette semaine prochaine. Lors de la semaine qui vient. En attendant, écoutez, on vous souhaite un bon week-end. Profitez-en, buvez du champagne. Les bulles, ça fait du bien au moral, avec modération, bien sûr. Et puis, voilà, on vous souhaite un bon week-end. On espère que cette vidéo vous a plu. N'hésitez pas, on est vraiment preneur des suggestions, de ce que vous avez envie de voir. Vraiment, il n'y a pas de souci. Sachez que toutes nos vidéos sont à revoir sur YouTube, où on a une chaîne. Et puis, en attendant, on vous dit take care and drink champagne. Bonne soirée, à très bientôt. Au revoir la Belgique, au revoir l'Angleterre, au revoir. Merci.